L'euro fête ses 25 ans en janvier 1999. 11 États européens adoptaient la monnaie unique européenne qui ne deviendra réellement palpable, effective que 3 ans plus tard. Quel bilan, quel avenir, quelles perspectives et quels enjeux? Décryptage avec Stéphanie Villers. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes conseillère économique chez PwC France et Maghreb, que vous avez rejoint il y a un peu plus d'un an après avoir analysé notamment la zone euro. Ça ne s'invente pas. Pendant 25 ans, on peut dire que vous avez accompagné toute cette aventure économique et monétaire. Alors, il y a une semaine, mercredi dernier, disparaissait Jacques Delors à l'âge de 98 ans, l'un des architectes de la construction européenne. Il laisse notamment, justement, la monnaie unique en héritage. D'abord, rappelez-nous, pour commencer, pourquoi est-ce qu'à l'époque, on décide de créer cette monnaie unique? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est complètement inédit. C'était jamais arrivé que des économies qui se faisaient concurrence pendant des siècles décident de se mettre ensemble avec une monnaie commune pour se rendre plus fort. Alors pourquoi? Parce que effectivement, les pays européens avaient conscience que individuellement, ils étaient trop faibles. C'était des économies moyennes quand même et interdépendantes. Et ces économies avaient du mal à faire face à la première puissance qui était les États-Unis, et ensuite arrive la mondialisation. Donc en fait, ils se sont construits sur le bon sens. On s'unit, l'union fait la force, on va pouvoir être plus armés pour faire face à cette concurrence montante qui a été déclenchée par la mondialisation, parce qu'il y a les États-Unis, mais arrive ensuite la Chine. On va en parler avec Donc c'était un vrai pari, parce que dans l'histoire économique, jamais est apparu en fait que des pays s'unissent autour d'une même monnaie. Et comment on fait pour marier le franc, le Deutschmark ou encore la lire italienne? Alors ça a mis des années quand même, ça a été un projet de longue haleine. L'idée, c'était effectivement une perte de souveraineté monétaire avec la création d'une institution, d'une banque centrale qui s'appelle la Banque centrale européenne, la BCE, voilà, et qui s'est installée à Francfort. Et l'idée, c'était en fait de rendre les économies rigoureuses d'un point de vue budgétaire. Donc on leur a imposé des critères pour intégrer cette zone euro. Les critères, ils sont connus, c'est les fameux critères de Maastricht, avec le déficit public qui ne doit pas dépasser les 3% et la dette publique qui ne doit pas dépasser les 60%. Donc pour intégrer cette zone euro, il fallait au minimum respecter ces critères. Donc les pays, chaque pays parce qu'ils sont rentrés pas tous en même temps, il y en a eu 11 et aujourd'hui il y en a 20, à l'entrée dans la zone euro, ils doivent respecter ces critères. Pourquoi 3 ans après, dans les porte-monnaies et dans les distributeurs? Parce qu'en fait, la mise en place est très longue. Changer de monnaie dans chaque pays, ça prend du temps. Et puis, il faut se rappeler que ça a été vraiment une vraie mécanique pour chaque pays qui faisait partie de la zone euro, parce qu'il y avait ce change à effectuer. Je rappelle que nous, c'était 1 euro valait 6,53 francs. Donc, c'était pas facile, c'est pas aisé. Donc, on a eu pendant un certain temps la double affichage des prix, et on avait c'est loin derrière nous maintenant. On a l'impression que c'était facile et aisé, mais il y avait quand même toute cette période d'adaptation qui a été nécessaire. Le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni décident à l'époque de ne pas en faire partie. À l'époque, pour le moment, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un peu la politique du wait and see. Alors, ils étaient plus eurosceptiques que les autres. Et on a vu à quel point, puisque le Royaume-Uni est même sorti en 2016 de l'Union européenne. Donc, en fait, ils voulaient, comme ils n'étaient pas convaincus, et ils étaient un peu arc-boutés sur leur propre monnaie. Là, je parle plutôt du Royaume-Uni, qui a été accroché à sa livre sterling. Ces pays-là attendaient des arguments convaincants. Et a priori, ça n'a pas réussi à les convaincre, parce que le Royaume-Uni a pris la mauvaise décision, parce que là c'est encore autre chose, de sortir de l'Union européenne, mais ça c'est une décision purement interne et politique. Et aujourd'hui, juste ces pays ont intérêt ou pas à adopter l'euro? Danemark, Suède? Alors, ils restent toujours assez eurosceptiques. C'est pas dans leur ADN. Ça restera des petits États mis. Alors, ils peuvent survivre, bien sûr. Je vous rappelle que la Suisse, qui n'a jamais fait partie de l'Union européenne, s'en sort
s'en sort. Hein. Ça dépend du projet qu'on veut donner à son pays. Et je pense que le grand perdant, ça a été bien sûr le Royaume-Uni qui aujourd'hui paye le prix fort du Brexit en termes économiques. En termes économiques. Est-ce que d'autres pays peuvent rejoindre la zone euro ? Eh bien, tous les pays qui font partie de l'Union européenne, il y en a 27, alors qu'il y en a 20 pour l'instant qui font partie de la zone euro. Il en reste donc... La Croatie l'a fait il n'y a pas si longtemps. La Croatie l'a fait le 1er janvier 2023, l'année dernière. Normalement, la Bulgarie aurait dû intégrer l'euro cette année, mais pour des raisons d'instabilité politique, la date a été reportée au 1er janvier 2025. Donc, a priori, normalement, en fait, les États qui ont intégré l'Union européenne devraient, en fait, s'acheminer vers la zone euro, mais il y a quand même des problèmes. On pense quand même à la Pologne et la Hongrie. La question, c'est est-ce que véritablement l'Union européenne, la zone euro a envie de partager, les pays de la zone euro a envie de partager leur monnaie avec des pays qui ne respectent pas tout à fait l'état de droit. Donc il y a d'autres problèmes, ça sont plus politiques qu'économiques, mais qui fait que ça traîne un peu, en tout cas des deux côtés, il n'y a pas d'enthousiasme réel pour l'intégration de ces pays dans la zone euro. Alors on va continuer à parler après macroéconomie. D'abord encore quelques questions juste simples. Celles et ceux qui nous regardent dans ces pays-là concernés par l'euro doivent se dire, ils sont bien gentils, mais ils ne rappellent pas qu'à l'époque, ça a beaucoup augmenté. Vrai ou pas ? Il y a eu une envolée des prix ? Non, en fait, bien sûr, on a eu ce ressenti, parce que tout d'un coup, tout devenait différent. C'était difficile d'avoir une estimation du prix relatif. Donc, on a eu ce sentiment que les prix augmentaient. Mais la BCE a bien bel été créée pour veiller au grain en termes d'inflation. Et dans son mandat, elle n'a qu'une seule cible, la BCE, c'est de maintenir un taux d'inflation à 2%. Donc, c'est considéré comme une inflation qui ne fait pas de mal à l'économie. Donc on voyait bien que la moyenne des prix n'augmentait pas de plus de 2%. Alors s'il y avait des prix des produits d'un côté qui augmentaient, ça voulait bien dire qu'il y en avait d'autres qui baissaient. Et en moyenne, on a vu que jusqu'à un passé très récent, la BCE a véritablement maintenu son objectif. Là, aujourd'hui, avec la crise sanitaire et la crise énergétique, il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés, mais ça, c'est à mettre à part. Le dollar, monnaie reine, on peut encore le dire aujourd'hui. Que pèse l'euro face au dollar? Que pèse l'euro face au yuan, en gros, sur la scène internationale? Alors, au départ aussi, la création de l'euro avait pour ambition de véritablement concurrencer le dollar comme première monnaie internationale. Bon, l'euro a du mal à s'imposer. On peut payer en euros dans beaucoup de pays du monde. Ah oui. En Asie, en Amérique du Sud. Oui, mais la monnaie de référence internationale reste encore le dollar, même si, en fait, on voit quand même qu'il y a encore un changement de paradigme. Je rappelle quand même que l'euro représente à peu près 38% des échanges commerciaux internationaux, donc 38% des échanges se paient en euros, et à peu près, il y a plus de 20% de réserves de change. Toutes les banques centrales ont à peu près 20%. 20,5, j'avais vu, en euros. Voilà, celle du dollar, c'est 58,4%. Oui, mais voilà, tout ne peut pas se faire de manière rapide. Et puis, les États-Unis sont économiquement encore très stables. Elles représentent quand même la première puissance mondiale. Il y a la Chine qui veut véritablement entrer en concurrence avec les États-Unis et qui essaye petit à petit de rendre sa monnaie plus stable et plus convertible. Mais là, c'est encore un long chemin à parcourir. Mais comment se positionne l'euro dans cette concurrence, notamment entre le yuan et le dollar? C'est un espèce de triumvirat où chacun essaye de trouver sa place, mais c'est une véritable concurrence. On voit bien que les États-Unis n'ont pas du tout envie de laisser cette suprématie à d'autres pays. Alors, comment on définit la qualité d'une monnaie? C'est sur son acceptabilité et sa stabilité. Or, on voit bien que l'euro, en 20 ans, a véritablement réussi à relever ce défi, parce que tout le monde l'accepte dans la totalité des pays du monde. Cette monnaie se convertit et il y a une forme de stabilité, parce que je rappelle que quand même la zone euro, depuis 20 ans, 25 ans, a connu
la crise des subprimes en 2008. J'allais y venir, Voilà. ouais. Donc, a quand même connu une multitude de crises et s'en est toujours Donc, c'est sortie. une monnaie Elle qui a n'a l'air jamais. insolide, vous dites. Oui, Mais elle est-ce n'a qu'elle peut jamais supplanter, été. pas remplacer, mais supplanter le dollar? Il faudrait que pour ça, que la zone euro soit vraiment une entité à part entière. C'est-à-dire qu'il y a encore la construction européenne n'est pas finie. On a fait qu'un pas, c'est vers l'union monétaire, mais il faudrait que cette union progresse. Il faudrait aller vers réellement une union budgétaire fédérale pour que ça représente un peu plus un concurrent américain. Et là, il faut convaincre les partenaires et c'est pas pour demain. C'était justement une prochaine question. La monnaie unique, l'euro, cette monnaie a-t-elle unifié politiquement l'Europe, un peu plus en tout cas? Elle est contrainte. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'entendre puisqu'on partage la même monnaie. Alors, on n'a pas la même philosophie. Je vous rappelle que l'Allemagne est pour l'orthodoxie budgétaire et tape sur les pays du Sud, la France incluse, en disant vous ne respectez pas les critères imposés en termes de rigueur budgétaire. Les Français, eux, essayent d'avancer sur la nécessité d'avoir un plan, un budget européen pour faire face à la concurrence américaine, un budget commun. C'est-à-dire que chaque pays de la zone euro face aux États-Unis pèse pas lourd. On voit quand Joe Biden lance l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui pèse des milliards pour soutenir son économie. Eh bien, on ne peut pas avoir le pendant au niveau européen dans chaque pays. Il faut véritablement que ça se décide au niveau européen. Donc on sait vers quoi on doit aller, mais après ce sont des décisions et des choix politiques. Et ça met beaucoup plus de temps que des décisions économiques. Alors vous l'avez dit, 15 juillet 2008, l'euro grimpe à 1,6038 $, son plus haut historique face à un dollar plombé par la crise des subprimes. C'est la pire crise qu'ait connue la monnaie unique européenne, avec un pays complètement à genoux, en faillite, la Grèce. La Grèce aurait-elle pu connaître le même sort si elle n'était pas entrée dans la zone euro? Non, alors là, elle aurait pu être véritablement mise en défaut de paiement. Pire, et là, ouais. il y a dû avoir cette solidarité qui a quand même eu du mal à se mettre en place. Je vous rappelle que quand même l'Allemagne était clairement réticente. Mais il n'empêche, quand on partage un même projet et une même monnaie, on est obligé de s'entendre. Et ça a été véritablement le bilan qu'on pouvait faire de cette crise 2012. Et ça s'est vu à partir après avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que maintenant, on sait que les États ont tout intérêt à se mettre autour de la table pour s'entendre, pour éviter ce type de dysfonctionnement. Alors je vous ai préparé non pas une petite surprise, on va sans doute voir la photo, un billet, un gros billet. En France à l'époque, le billet de 500 francs s'appelait le Pascal, je crois. Oui. On va voir le billet de 500 €. Il est passé où? Alors, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Moi non plus. Bon, il a été supprimé. Il a été supprimé. Pourquoi? Pour éviter la corruption et le jeu des trafiquants. Les coupures de 500 €, si on voulait par exemple avoir 1 million d'euros en billets de 500 €, ça ne pesait que 2 kilos on le dit comme ça sur le ton de la plaisanterie, mais ça a quand même été un enjeu. Pour éviter effectivement le blanchiment d'argent ou des choses comme ça. Je pense que aussi, et puis il faut voir quand même que la monnaie, le liquide, est de moins en moins utilisé. Ouais. On utilise de plus en plus de l'argent numérique. Justement, qu'est-ce que ça peut changer, la dématérialisation? Il y a aussi les monnaies, les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, qui ont émergé depuis. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu à l'avenir pour la monnaie unique? Alors, les crypto-monnaies, c'est pas réellement un enjeu parce que c'est vraiment une monnaie plus de spéculation plutôt que puisque sur une monnaie, il faut généralement, jusqu'à présent, il y a une nation derrière qui est garante de sa monnaie. Crypto-monnaie, c'est un autre système, donc l'euro se sent pas plus concurrencé par ce type de crypto-monnaie que le dollar, l'est vis-à-vis de ces monnaies, c'est autre chose. C'est pas, les crypto-monnaies, c'est rarement encore, une monnaie d'échange. On n'arrive pas avec son Bitcoin pour échanger, même si et c'est une monnaie extrêmement volatile. Là aussi, la qualité de la monnaie, c'est sa stabilité et son acceptabilité, ce qui n'est pas encore le cas des crypto-monnaies. Donc il n'y a pas réellement de concurrence entre... Il n'y a pas de concurrence entre les deux, c'est pas le même, on n'est pas dans le même monde. Non. Et est-ce que c'est important, les coupures, justement? Est-ce qu'on peut supprimer, rajouter des pièces, des billets ou autre? Est-ce que ça joue, ça, sur l'économie, justement? Ce qui est sûr, c'est que ça va... Là, il faut vivre avec son temps. À l'ère du numérique, le liquide devient de moins en moins attractif et... puisque c'est beaucoup plus pratique de payer directement avec son smartphone. Ouais. Il faut pas... Donc si je vous comprends bien, vous l'analyste, le bilan, il est plus que globalement positif. Absolument. De l'euro et de la monnaie unique. Pour vous,
Qu'est-ce qui va être vraiment déterminant en cette année 2024? Il y a les élections européennes le 9 juin prochain. Qu'est-ce qui va être important? Vous l'avez dit, il y a toujours ce décalage nord-sud, justement, entre les politiques budgétaires nationales. Alors pour moi, en fait, pour faire très court, il faudrait faire une distinction entre l'Union européenne et la zone euro. L'Union européenne, je vous rappelle, c'est 27 pays. La zone euro, c'est 20 pays. Et en fait, les aspirations de l'Union européenne et de la zone euro ne sont pas les mêmes. Et il faudrait. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la zone euro, ces 20 pays, dépendent en termes d'instances institutionnelles de l'Union européenne. Donc les décisions qui sont importantes, qui sont prises à la majorité, enfin non, oui, à l'unanimité, pardon, sont prises aussi avec des pays qui ne font pas partie de la zone euro. Pologne, Hongrie. Donc ça, en fait, ça bloque, ça freine la construction européenne. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage passionnant. Donc 25 ans, un quart de siècle après l'euro. Merci Stéphanie Villers d'être venue sur notre plateau.